I am your voice. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, une émission réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Hahel et Maryam Abdou pour vous accompagner au micro. L'information vient de tomber. Le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, Abdullah Öcalan, annonce la dissolution du PKK et appelle à déposer les armes. Tous les groupes doivent déposer les armes et le PKK doit se dissoudre, a ordonné Öcalan dans une déclaration lue par des députés kurdes qui lui ont rendu visite ce jeudi dans sa prison au large d'Istanbul. L'appel d'Öcalan a été salué par les Kurdes. Nous sommes heureux de ce discours. À ce stade, le désarmement est un plus. Le bain de sang dure depuis plus de 30 ans. Alors assez, c'est assez. Les gens veulent la paix. Je crois que les deux parties sont sincères. J'espère qu'ils laisseront tomber les armes. Ce serait tellement bien si les armes étaient laissées de côté. La paix prévaudrait et tout le monde vivrait en paix et ça créerait des opportunités d'emploi. La déclaration d'Öcalan, qualifiée d'historique, était attendue aujourd'hui sous la forme d'un appel à la paix pour mettre fin à 4 décennies de violence. Avec nous, à partir d'Ankara, Monsieur Bülent Tekerkali, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été ministre turc, député à la Grande Assemblée de Turquie. Monsieur Bülent Tekerkali, avant cet appel, il eut, faut-il le rappeler à nos auditeurs, des tractations entre des députés turcs d'origine kurde et Öcalan. En fait, c'est un grand pas de la part du gouvernement. Il faut dire que le gouvernement turc a fait un sacrifice en vue de rendre paisible non seulement la Turquie, mais la région. Parce que PKK, c'est comme une pieuvre. Il a des mains un peu partout. Je le dis ça très objectivement. Je suis pas un fanatique, pas du tout. J'analyse comme un comptable. Un comptable analyse le bilan selon les règles. Donc, il peut pas mettre, disons, à gauche ce qu'il doit mettre, ce qu'il doit mettre à droite. Il peut pas dire les revenus sont des dettes. Voilà. Donc, il y a eu 2 délégations de la part d'un parti politique qui est au sein du Parlement, DEM, qui prétend défendre les intérêts des citoyens turcs d'origine kurde. Ils ont fait jusqu'à présent 2 visites. Il y a une 13e qui est organisée. Du côté gouvernemental, pratiquement tous les partis, à l'exception de certains très nationalistes, tous les partis approchent le problème de manière très positive. Il y a évidemment les protestations auprès des familles des martyrs, ce qui est tout à fait raisonnable. Oui. Nous allons voir donc dans les semaines à venir quelle serait la vraie approche. Monsieur Bülent Tekerkali, que propose le gouvernement turc aux Kurdes justement lors de ces négociations? Qu'est-ce qui est proposé? Ce qui est proposé, c'est ce qu'on peut proposer dans un régime démocratique électoral. Donc, de faire leur lutte sur le plan tout à fait politique, et c'est ça. Donc, ce qu'on propose, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Disons ceci, jamais les Kurdes en Turquie n'ont été des citoyens de seconde zone, parce que ni par leur couleur, ni par leur religion, il n'y a aucune différence. On ne peut pas dire que quelqu'un est turc ou kurde s'il ne propose pas lui-même, s'il ne dit pas lui-même son origine ethnique. Et je pourrais dire qu'il y a minimum 1 million ou 2 millions de familles mixtes entre des citoyens d'origine turque et kurde. Oui. Malheureusement, comme je dis, c'est un concept qui a été un virus qui a été injecté dans la société turque à partir des fins des années 70. Monsieur Bülent Tekerkali, je rappelle à nos auditeurs que vous avez été député à la Grande Assemblée nationale de Turquie. Je connais que trop bien le problème. Moi, j'étais 20 ans au gouvernement. Je me suis occupé
de tout ce qui était relatif au problème donc des États du sud-est de la Turquie où il y a une majorité de populations d'origine turque. Moi, j'ai fondé le Parlement turc, la Commission pour les droits de l'homme, etc. Donc, je suis très sensible. Je considère tous les citoyens tout à fait égaux, quelle que soit leur race, leur religion, leur parti, leur opinion publique, etc. Non seulement le gouvernement, le parti nationaliste turc, donc, qui a fait le premier pas. C'est pour démontrer la sincérité de l'approche du gouvernement turc. Et puis, je peux aussi dire ceci. Oui. Il y a donc un parti au gouvernement, DEM, qui DEM, oui. Mais dans toutes les partis politiques turcs, il y a des députés d'origine turque, et il y en a eu toujours. Voilà. Alors, comme minimum 10-15% des députés au Parlement turc, minimum, a été des députés d'origine kurde. Monsieur Bülent Akarkali, depuis des mois, les autorités turques, je le rappelle à nos auditeurs, discutent avec Abdullah Öcalan et le laissent échanger avec des cadres du parti pro-kurde légal, comme vous l'indiquez à l'instant, le DEM. L'objectif déclaré est de désarmer le PKK. La fin de 40 ans de guerre avec les Kurdes en Turquie semble poindre du nez. Des navettes entre Öcalan et le gouvernement turc actuellement. Cela ne se fait pas sans l'aval des autorités turques, évidemment. Öcalan se dit déterminé à apporter sa contribution. Disons ceci, le PKK, cette organisation marxiste-léniniste, était au début implantée dans la Syrie de l'époque du père de Assad. Oui. Okay? C'est de là qu'il menait. Après que le père Assad est parti suite à la pression de la Turquie, ils se sont déménagés vers l'Irak. Ils ont profité là de la protection américaine entièrement. Depuis le premier jour de l'occupation américaine de l'Irak, ils se sont installés là très fortement et avec un extraordinaire équipement militaire, munitions, etc., donné par les Américains, par les Français, par les Italiens, par les Allemands même. Disons que tout a changé à partir de l'an 2000, lorsque la Turquie a été en possession des drones qui pouvaient contrôler l'ensemble du territoire par la voie, par les avions, par les hélicoptères, etc., et par les instruments électroniques. La partie militaire de PKK est pratiquement anéantie. Donc, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont plus d'autre solution que d'accepter une solution paisible, une solution donc de lutte uniquement politique, qui sont prêts à négocier. Mais évidemment, nous ne savons toujours pas ce que sera la politique américaine, parce que les Américains, soi-disant sous prétexte d'utiliser les Kurdes en Syrie et en Irak contre Daesh, ils ont formé une armée donc sympathisants de PKK d'environ 40-50 000 personnes avec des armes américaines de tout calibre, à l'exception de la force aérienne. Disons qu'une solution politique ne sera possible que si les États-Unis sont sincères ou appuient sincèrement ces solutions politiques. C'est ça le problème. Nous ne savons pas quelle sera exactement la politique de Trump au Moyen-Orient. Vous voyez ce que je dis? Oui, j'ai compris, c'est bien clair, Monsieur Bülent Akarkali. Merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Je vous en prie. Merci. Nos meilleurs saluts à nos amis algériens et aussi bientôt sur le Ramadan. Dès maintenant, je félicite le Ramadan. Okay? Merci infiniment. Merci. Ramadan Karim. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bülent Akarkali. De rien. Bülent Akarkali a été ancien ministre, il a également été député à la Grande Assemblée nationale de Turquie et il était avec nous à partir d'Ankara. « 596 prisonniers palestiniens viennent d'être libérés. La démarche s'inscrit dans le cadre du 7e échange prévu par l'accord de cessez-le-feu.
Le Hamas a renouvelé son engagement total envers l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec tous ses détails et dispositions. Le mouvement de résistance palestinien a appelé les médiateurs à continuer à faire pression sur l'occupation pour qu'elle respecte les clauses de l'accord. Il a en outre appelé certains pays à mettre un terme aux 2 poids 2 mesures dans le discours relatif aux prisonniers, un discours où il n'est nullement fait mention des tortures auxquelles sont soumis les Palestiniens dans les geôles de l'occupation. Les leaders de la résistance ont juré tour à tour de vider les geôles de l'occupation. Tabir de Soujoun, depuis presque un mois, par vagues incessantes, les Palestiniens respirent l'air de la liberté. Promis par Yahya Sinwar. ونحن نقول بشكل واضح أننا قد أخذنا قرارا قاطعا واضحا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنبيض السجون من كل أسرانا الفلسطينيين والعرب واللي مش عاجبه De cet échange, nous retiendrons à ne pas en douter le courage inébranlable de ces prisonniers palestiniens prêts à reprendre le combat là où leur arrestation l'a stoppé. Nous retiendrons l'inflexibilité d'une résistance exemplaire, muqawama, la rubara alayha, de ces hommes, de ces femmes qui protègent les détenus au prix et au péril de leur vie. Ahmad Barghouti, proche collaborateur du leader militant politique Marwan Barghouti, condamné à 13 peines de prison à perpétuité lors de la deuxième intifada au début des années 2000. Ahmad Barghouti, commandant des brigades d'Al-Aqsa, est avec nous aujourd'hui à partir du Caire. Sayyid Ahmad Barghouti, shukran li hudurikum ma'ana. Hukima alaykum Sayyid Barghouti بالسجن 13 مؤبدا و50 عاما مسؤولا سابقا في كتائب شهداء الأقصى وحلقة الوصل بين كتائب شهداء الأقصى ومروان برغوثي. سيد أحمد برغوثي، فلنبدأ من البداية. كيف كان انضمامك إلى كتائب شهداء الأقصى؟ Oui, j'appartiens au mouvement de la jeunesse étudiante qui constitue le bouclier étudiant et ouvrier du mouvement Fath. Dès mon plus jeune âge, j'ai été élevé dans l'école du mouvement Fath qui nous a formés et accompagnés jusqu'à la fin de la première intifada. Il y avait alors un véritable engagement autour du sentiment d'appartenance à la Palestine et du devoir de sacrifice et de dévouement pour sa cause. Par la suite, le mouvement a connu un essor réel à travers l'action de groupes affiliés au Fath, au sein desquels nous avons intégré la direction des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, aux côtés de Marwan Barghouti dit Aboul Qassam. C'est ainsi que nous avons constitué ces brigades dès le début de la seconde intifada, en nous lançant dans la lutte armée pour résister à l'occupation qui s'est mise à violer la Cisjordanie et l'ensemble des territoires palestiniens. Mon rôle principal et central était de diriger les brigades aux côtés du leader et frère Marwan Barghouti, dont j'étais alors le bras droit. Nous avons poursuivi ensemble le combat, résisté côte à côte contre l'occupant, et nous avons été contraints à la clandestinité avant d'être arrêtés en même temps. Aujourd'hui, j'ai été libéré dans le cadre de cet accord et nous espérons qu'il sera bientôt lui aussi relâché si Dieu le veut. سيد أحمد برغوثي، أستسمحك سوف أطرح الأسئلة كذلك باللغة الفرنسية إذا سمحت. Vous avez été responsable au sein des brigades Shuhada al-Aqsa. Vous avez été le trait d'union entre Kataib Shuhada al-Aqsa, les brigades Shuhada al-Aqsa et Marwan al-Barghouti. Saïd Ahmad Barghouti, كنت مسؤولا سابقا في كتائب شهداء الأقصى وحلقة الوصل بين كتائب شهداء الأقصى ومروان البرغوثي. كيف كانت نوعية العمل آنذاك؟ العمل كان La mission était claire, empêcher cette occupation de poursuivre ses agressions contre le peuple palestinien. Oui, j'étais bien le principal intermédiaire entre le leader Marwan Barghouti ou la direction palestinienne et l'armée des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, le bras armé du mouvement Fath. L'appui militaire et financier était explicitement destiné à la formation de ces cellules et de ces groupes dont la mission était
était de cibler l'armée d'occupation qui envahissait la Cisjordanie et la bande de Gaza. De même, nous avons pris pour cible les colons qui sèment le chaos et la destruction sur nos terres. Ainsi, toutes les ressources financières et militaires ont été mobilisées afin de maintenir ces groupes actifs et capables d'exécuter leur mission grâce au soutien assuré par notre frère Barghouti, Abou al-Qassam. Ahmed Barghouti, commandant opérationnel des brigades des martyrs Al-Aqsa, proche collaborateur de Marwan Barghouti, en 2002, vous avez été arrêté. Racontez-nous ce moment, cette arrestation. Saïd Ahmed al-Barghouti, في 2002 تم احتقالك من طرف قوات الاحتلال. كيف كانت تلك اللحظات؟ Oui, tout au long de notre traque par l'occupation israélienne, nous avons été constamment surveillés, l'objectif étant de nous assassiner. Moi, le leader et frère Marwan Barghouti, ainsi que les combattants des brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Durant plusieurs mois et quelques années, nous avons réussi à nous protéger et à sécuriser des lieux nous permettant d'échapper au regard de l'occupant israélien. Mais, en fin de compte, certains de nos déplacements ont été repérés, ce qui a conduit à notre capture dans le gouvernorat de Ramallah et El-Bira. Cette arrestation a été perçue comme une victoire par l'armée israélienne qui se félicitait d'avoir réussi à nous localiser. Ainsi, j'ai été arrêté, tout comme le leader et frère Abou al-Qassam, ainsi qu'un groupe de nos compagnons. Ahmed Barghouti, quels étaient les moments les plus difficiles que vous avez vécus au sein des prisons de l'occupation? ما هي أصعب اللحظات في سجون سيد أحمد برغوثي؟ السجون بشكل عام سجون الاحتلال طبعا. نعم بكل تأكيد السجون بشكل عام صعبة حياة السجن معقدة. Bien entendu, la vie en prison est difficile et tellement complexe. Dès le premier jour, l'occupant israélien nous a traités avec brutalité et vengeance, tentant de nous priver des droits les plus élémentaires. Nous avons subi des interrogatoires d'une extrême dureté, des violences sévères, et nous avons enduré durant de longues années cette souffrance et cette douleur. Mais la situation s'est encore aggravée après la guerre du 7 octobre 2023. Les prisons ont été alors basculées dans une toute autre réalité, marquée par une vengeance ouverte et ciblée contre nous, en tant que leader du mouvement des prisonniers. Moi-même, le leader et frère Marwan Barghouti, ainsi que de nombreux autres détenus, avons été directement pris pour cible par les geôliers et les soldats de l'occupation israélienne. Les unités d'occupation ont intensifié leurs attaques dans le but de briser notre patience et notre résilience, car plus notre foi et notre détermination étaient fortes, plus la répression et la terreur s'abattaient sur les figures du mouvement des prisonniers. Malgré ces agressions et cette offensive brutale, nous n'avons jamais fléchi, nous avons persévéré dans la patience et la résistance, convaincus que la liberté finira inévitablement par triompher. Pourquoi avez-vous été ciblé, vous principalement, et Marwan Barghouti, Saïd Ahmed Barghouti? Cette cible est évidente et manifeste. Lorsque nous sommes entrés en prison, nous avons convenu d'entamer une nouvelle phase de lutte. Une phase où nous surmonterions l'oppresseur israélien et où nous ne lui permettrions pas d'ébranler notre conviction que nous sommes capables d'accomplir de hauts faits, même derrière ses barreaux et dans ses cellules. Grâce au frère Marwan Barghouti, Abou al-Qassam, nous avons entamé un véritable parcours éducatif, transformant notre quotidien et comblant le vide de la vie carcérale par l'enseignement académique. Aujourd'hui, de nombreux prisonniers palestiniens sont diplômés, titulaires de licence ou de master. L'occupant a été stupéfait par cette réalisation, par notre capacité à bâtir une nation au sein même des prisons, en transformant le simple matricule d'un détenu en un numéro universitaire.
Tout cela a suscité une véritable réaction. Et l'occupant, qui pensait qu'en nous ciblant, il aurait anéanti tous les piliers du mouvement des prisonniers, a malheureusement eu recours aux pratiques les plus immorales et inhumaines. Et pourtant, ces exactions ne pourront jamais atteindre l'âme palestinienne, convaincue de son droit à la résistance, de son droit à vaincre l'occupation. Aujourd'hui, nous sommes libres et nous attendons avec espoir la libération imminente de nos frères héros dans les jours à venir. Monsieur Ahmed El-Barghouti, vous avez remercié la population de Gaza, vous l'avez remercié par rapport à ce qui a été présenté comme martyr. Vous avez déclaré « Notre joie n'est pas tout à fait complète ». Saïd Ahmed El-Barghouti, قائد الجناح العسكري لكتائب شهداء الأقصى، نائب مروان البرغوثي، شكرتم أهل غزة على ما قدموه من تضحيات وأضفتم فرحة الحرية منقوصة. لماذا؟ La joie de la liberté est incomplète car elle a été obtenue au prix d'un lourd tribut pour le peuple palestinien. Des dizaines de milliers de martyrs et de blessés, une destruction massive qui a frappé la bande de Gaza et la Cisjordanie. Tout cela, la bande de Gaza et la Cisjordanie, tout cela pour que nous puissions retrouver la vie après avoir été comme des morts oubliés dans ces prisons israéliennes. Nous espérions une libération, mais pas à un tel prix. Cependant, un peuple prêt à se sacrifier, un peuple déterminé à résister et disposé à tout payer, quelles qu'en soient les circonstances. Ce peuple nous a toujours appris qu'il était capable d'endurer, de se sacrifier et de supporter toutes les épreuves. Quand nous parlons d'une joie incomplète, c'est en réalité une joie douloureuse, une joie marquée par la souffrance. Aucun prisonnier palestinien n'oubliera jamais cette libération, car elle a été obtenue à un prix inestimable. Nous réitérons nos remerciements à l'ensemble du peuple palestinien, à nos frères et sœurs dans la bande de Gaza, ainsi qu'à la résistance palestinienne qui a été un acteur essentiel et déterminant dans notre libération de l'occupation et de ses prisons. Monsieur Ahmed El-Barghouti, comment est-ce que vous suiviez les faits ou les événements? كيف كنتم تتابعون الأحداث من 7 أكتوبر إلى ما فوق طبعا؟ Après les événements du 7 octobre, une vaste offensive a été lancée contre les prisonniers, entraînant la confiscation de tous leurs biens, téléviseurs, radios, ainsi que la fouille systématique des téléphones portables introduits clandestinement pour maintenir un lien avec leur famille, communiquer avec le monde extérieur et briser l'isolement imposé par Israël. Mais après cette attaque, et en l'espace de quelques heures seulement après le 7 octobre, les prisons ont été plongées dans un isolement total, sans aucune information. Nous avons alors dû trouver des moyens spécifiques pour en obtenir. Nous avons réussi à dissimuler quelques radios dans nos cellules, ce qui nous permettait d'écouter les nouvelles. De plus, nous comptions souvent sur les avocats et sur les visites aux nouveaux détenus qui nous transmettaient des informations une fois incarcérés. وبعدتم عن فلسطين قسرا سيد أحمد برغوثي. Vous avez été éloigné des territoires palestiniens. Comment vivez-vous cela? كيف تعيشون هذا الوضع سيد أحمد البرغوثي؟ L'exil, malgré son amertume et sa cruauté, nous a été imposé. Nous avons été expulsés hors de Palestine vers la République arabe d'Égypte et les prisonniers seront répartis entre plusieurs pays arabes et musulmans. Ceci dit, l'exil en lui-même reste un crime. L'occupation n'a aucun droit de nous éloigner de notre terre et de notre peuple. Mais pour échapper à cette oppression et à ces prisons, nous avons accepté quand même d'être transférés vers d'autres nations arabes. Nous nous trouvons actuellement en République arabe d'Égypte, dans un exil temporaire, en attendant notre répartition entre plusieurs pays. Certains d'entre nous resteront au Caire, la capitale égyptienne, mais nous continuerons à nourrir l'espoir de retourner un jour en Palestine, libre et débarrassé de cette occupation. Car cet occupant qui voulait notre
notre mort dans ces prisons, cherchent aujourd'hui à nous tenir éloignés de notre patrie. Pourtant, toutes ces pratiques et toute cette arrogance israélienne auront une fin. Et bientôt, si Dieu le veut, le peuple palestinien vivra libre et indépendant, à l'instar de tous les peuples du monde. هل ليس الهدف من خلال هذا الإبعاد قضاء على المقاومة الفلسطينية؟ La résistance palestinienne est une conviction ancrée en chaque Palestinien. C'est une réalité que nous avons connue dès notre enfance et nous continuerons à mener cette lutte et à pratiquer cette résistance où que nous soyons dans le monde. La seule chose qui pourrait nous en détourner serait l'accomplissement total de la liberté du peuple palestinien et la disparition de cette occupation. Mais si l'occupant israélien pense qu'en nous exilant, il nous rendra incapables de poursuivre notre engagement dans la résistance, alors il se leurre. La résistance perdurera, elle grandira, elle évoluera, tant que cette occupation oppressante continuera de peser sur la poitrine du peuple palestinien. Ahmad Barghouti, commandant opérationnel des brigades des martyrs Al-Aqsa, proche collaborateur de Marwan Barghouti, est avec nous à partir du Caire, évidemment, pour cet entretien exclusif. Comment avez-vous vécu, monsieur Ahmad Barghouti, les moments de votre libération? سيد أحمد البرغوثي، كيف كانت لحظة الإفراج عنك؟ Le moment de la libération fut une immense joie, celle de l'affranchissement de cette oppression et de cette occupation. Cependant, ces derniers jours, nous avions des craintes que l'occupant ne nous libère pas, d'autant plus que mon nom figurait parmi les détenus les plus en vue dans les prisons. Mon inquiétude était encore plus grande avant mon arrestation, lorsque l'occupant parlait de me liquider ou de se venger de moi. Ainsi, au moment de ma libération, un profond sentiment d'appréhension m'habitait. Finalement, je me suis retrouvé libre, sur la terre de la République arabe d'Égypte, pays frère. Cette liberté m'a redonné vie, elle m'a ramené à la réflexion sur de nouvelles voies et stratégies pour servir la Palestine, soutenir le peuple palestinien et résister à l'occupation. Car l'objectif ultime n'est pas simplement de sortir de prison, mais bien de vivre tous ensemble, libres, dans notre patrie, débarrassés de l'arrogance israélienne. Monsieur Ahmad Barghouti, vous vivez votre liberté pleinement, mais vous avez été évidemment éloigné. Vous portez en vous les rêves et les espoirs des prisonniers qui demeurent dans les geôles de l'occupation. Quel est votre message? Quel est le message que vous leur adressez? سيد أحمد برغوثي، اليوم تحملون جراح وأحلام الأسرى الذين لا زالوا في سجون الاحتلال. ما هي رسالتك سيد أحمد برغوثي للأسرى داخل سجون الاحتلال؟ Le message est clair. La liberté approche. Il est impératif de garder foi en la certitude que ces chaînes seront brisées. Il y a encore quelques mois, nous parlions d'un miracle si nous parvenions à sortir des prisons et des centres de détention, et ce miracle s'est réalisé. Nous voilà libres. Alors, restez fermes, unis et ne cédez jamais sur votre foi en votre droit à la liberté et à l'indépendance. Les prisonniers sont plus proches que jamais de la liberté, plus proches du moment où ils retrouveront les bras de leur peuple, où ils seront enfin libérés si Dieu le veut. Nous sommes tous des combattants et nous attendons avec impatience la libération de nos compagnons d'infortune. هنالك أخبار عن الإفراج عن مروان البرغوثي. هل فعلا هذا الخبر فيه من حقيقة أقصد؟ Mais bien sûr, tout le monde attend la libération du frère et leader Marwan Barghouti, qui rejoindra bientôt son peuple, ou même ses frères prisonniers exilés. Sa liberté est essentielle et cruciale pour le peuple palestinien, car il occupe une place centrale et fondamentale. C'est pourquoi, oui, sa libération est attendue. Nous pensons qu'elle pourrait avoir lieu dans quelques mois, peut-être 1 ou 2 mois même, et qu'il sera enfin dans les bras de son peuple. ممكن التحدث إذا ما أفرج عن سيد مروان البرغوثي يمكن التحدث عن حكومة فلسطينية بالمنفى.
Il n'est pas question d'un gouvernement palestinien en exil. Il s'agit plutôt du rôle central que le frère et leader Marwan Barghouti entend jouer pour son peuple. Il sera pleinement intégré au cadre palestinien global, dans l'édification de l'État palestinien, dans la lutte pour la fin de l'occupation et dans la résistance aux exactions. Sa voix sera la plus forte, la plus puissante. Il s'adressera directement au monde pour lui dire qu'il est temps d'en finir avec cette oppression. La communauté internationale devra choisir la liberté de la Palestine ou le retour à une résistance sous toutes ses formes pour mettre fin à cette occupation et à cette injustice. Monsieur Ahmed Barghouti, شكرا لحضوركم معنا سيد أحمد برغوثي. شكرا. L'entité d'occupation a mené dans la nuit de mardi à mercredi une série de frappes aériennes visant des positions militaires dans le sud de la Syrie, notamment près de Damas et dans la province de Daraa. Le ministre de la guerre de Netanyahou a averti qu'il n'est pas permis que le sud de la Syrie devienne le sud du Liban. Précisons qu'en décembre dernier, l'entité a étendu son occupation au plateau syrien du Golan, s'emparant de la zone tampon démilitarisée en violation de l'accord de désengagement conclu en 1974 avec la Syrie. Geir Petersen appelle à l'arrêt de l'escalade. C'est un fait très inquiétant. Nous continuons d'observer des mouvements et des bombardements israéliens sur le territoire syrien. Cela doit cesser. Avec nous en ligne, Madame Fadia Kiwan, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes consultante auprès de différentes organisations arabes et internationales, membre du Conseil de l'Université des Nations Unies de 2007 à 2013. Madame Fadia Kiwan, je le disais à l'instant, des avions de combat de l'occupation ont mené dans la nuit de mardi à mercredi une série de frappes aériennes visant des positions militaires dans le sud de la Syrie, notamment près de Damas. L'objectif, selon vous, serait-il de totalement démilitariser les pays de la région? Cela ne m'étonne pas parce que Israël essaie justement de couper les lignes d'approvisionnement et de circulation des cadres du Hezbollah. Je trouve ça tout à fait ordinaire et cela ne me surprend pas parce que Israël n'a pas cessé ses hostilités. Son projet est de rendre le Hezbollah inoffensif, c'est de couper ses moyens, de lui couper ses moyens d'attaque contre Israël. Mais ça se fait alors que nous sommes dans un processus de pacification. Et donc, vous avez tout de suite l'impression qu'il y a un déséquilibre dans le rapport. Malheureusement, le Liban s'est engagé sérieusement dans la pacification, dans le cessez-le-feu, dans la mise en œuvre du cessez-le-feu, alors que Israël ne l'a pas fait. Alors, c'est une situation qui est inquiétante, qui est menaçante à tout moment de reprise des hostilités, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est ça. Mais comme le Hezbollah n'a plus le soutien du régime syrien qui s'est effondré, il n'a plus un soutien efficace de la part de l'Iran parce qu'il faut une ligne de munitions. Il nous apparaît clairement qu'Israël n'est pas tout à fait engagé dans le désengagement militaire. Dans sa promesse de désengagement du Liban Sud, de retrait du Liban Sud. Absolument. Le jour où Israël fait preuve de retrait sérieux et net du Liban Sud, l'armée libanaise pourra très rapidement prendre la relève et ce sera nos oignons de voir comment négocier avec le Hezbollah pour qu'il dépose ses armes, comment démanteler toutes les lignes de munitions internes. Ce sera l'affaire de l'armée libanaise. Mais on ne peut pas demander à l'armée libanaise de faire le travail du ménage et que les Israéliens regardent faire et qu'ils font entre-temps tous les raids qu'ils veulent sur l'ensemble du Liban et sur une partie de la Syrie. Il y a un déséquilibre dans le rapport de force. Les récentes avancées militaires sur le plateau du Golan ont été condamnées par les Nations Unies, on va dire tout juste condamnées par les Nations Unies, contestées par ailleurs, par la communauté internationale, mais tout juste contestées. Je voudrais rajouter Madame Fadia Kiwan.
Oui, oui. Alors je vous dis à l'occasion que de bout en bout, nous n'avons jamais demandé que l'application des résolutions des Nations Unies. Elles n'ont jamais été appliquées d'une manière sérieuse et rigoureuse. C'est pour cette raison qu'il y a eu une recrudescence de la violence dans la région. C'est pour cette raison qu'il y a eu cet embrasement dans les dernières années. Si on venait tous à appliquer sérieusement les résolutions des Nations Unies quant à la cessation des hostilités, au recouvrement des droits du peuple palestinien, au retrait des territoires arabes occupés. Depuis 2002, le sommet des États arabes, des chefs d'État arabes, en 2002, le sommet des chefs d'État arabes réunis à Beyrouth avait proposé de tendre la main à Israël contre le retour des territoires qui sont occupés et le respect des droits du peuple palestinien à avoir son État national et à recouvrer ses droits légitimes, nationaux légitimes. La terre contre la paix. La terre, le territoire contre la paix. Israël veut la paix, elle veut imposer, non pas la paix, elle veut imposer progressivement. Il veut imposer une normalisation, tatbi'a, alors qu'il ne veut rien céder. On ne peut pas négocier avec l'ensemble de la Oumma Arabiya. Nous sommes plus de 450-500 millions de personnes, avec des États puissants, avec des moyens financiers, avec des moyens militaires, avec cette détermination des peuples arabes à préserver leur dignité. Il s'agit de notre dignité aujourd'hui. Alors, mais absolument. Nous ne sommes pas à la recherche de la guerre. Nous voulons la paix, mais une paix digne. J'entends bien ce que vous nous dites, Madame Fadia Kiwan. Depuis 2020, la diplomatie américaine s'efforce de redessiner les rapports de force au Moyen-Orient en encourageant les rapprochements entre ce qui est qualifié d'Israël et ses voisins arabes, sans contrepartie, on va dire. Hein. Je ne sais pas si le peuple israélien est convaincu qu'il peut vivre en paix dans une région où il fait la guerre à tous ses voisins. Comment se fait-il qu'on est en situation où Israël a levé le bouclier contre tous les pays voisins, même ceux qui ont fait un jour, ceux qui ont signé avec Israël. Israël aujourd'hui les embarrasse en voulant transférer les populations de Gaza vers la Jordanie et vers l'Égypte, qui sont deux pays qui ont signé des accords de paix avec Israël. Donc Israël veut toujours encore gagner plus, embarrasser tout le monde, embraser la région. Si en considérant qu'en embrasant la région, en foutant la violence au sein des pays voisins, Israël peut avoir la paix, ce n'est pas vrai. Ils ne peuvent pas vivre en paix s'ils continuent comme ça. Madame Fadia Kiwan, j'aimerais avoir votre avis avisé. Je rappelle que vous êtes consultante auprès de différentes organisations arabes et internationales, membre du Conseil de l'Université des Nations Unies de 2007 à 2013. Madame Fadia Kiwan, Walid Jumblat, lors de son déplacement à Damas, a déclaré ceci, que les fermes de Sheba'a sont syriennes. Comment réagissez-vous à ce propos? La question est très controversée. Beaucoup de sources historiques et de documents prouvent que les hameaux de Sheba'a sont libanais. Il se peut, je ne suis pas tout à fait versée dans la question, mais il se peut qu'une partie des hameaux de Sheba'a soit syrienne et une autre partie libanaise. Les hameaux de Sheba'a ont une importance stratégique, aussi bien pour le Liban que pour Israël. Il faut des négociations pour délimiter les frontières. Et cette fois-ci, les négociations sont libano-syriennes. Donc, ça, c'est une chose qui peut être réglée. Ça peut être réglé par la diplomatie. Voilà, je vous pose la question, car les fermes de Sheba'a ont longtemps été une question nationale, disons-le ainsi. Pour les autorités libanaises, j'entends. En tout cas, oui, mais on peut pas faire de ruse à ce sujet. Les Libanais peuvent négocier avec la Syrie pour trouver une entente sur les hameaux de Sheba'a. Et dans tous les cas, Israël doit se retirer parce que s'ils sont syriens, il faut qu'ils continuent de les occuper. Ils doivent se retirer. Et nous, on se met d'accord avec les Syriens. Israël a toujours pensé faire preuve de ruse en essayant de
de lancer la balle dans le camp du Liban pour qu'il y ait tout le temps des raisons de querelle avec la Syrie. Voilà. Mais les Syriens sont disposés à négocier, les Libanais aussi. Ces questions, elles peuvent être réglées diplomatiquement. On n'a pas besoin de faire la guerre pour régler ces questions. Est-ce qu'il s'agit encore une fois de ruse quand Netanyahou déclare de son côté qu'il ne tolérerait aucune menace à l'encontre de la communauté druze du sud de la Syrie? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une volonté de scinder la population libanaise? Absolument, absolument. Il veut jeter le chaos au sein de la population syrienne aussi, parce que les Druzes de Syrie ont une histoire de patriotisme syrien qui est exemplaire, emblématique. Oui. Et la réaction du chef de l'État actuel en Syrie a été également une réaction très saine, parce qu'il a dit que toutes les composantes du peuple syrien sont syriennes et la Syrie est forte dans son unité et qu'il n'est pas du tout question que les autres cherchent à démembrer la Syrie, absolument pas. Mais là aussi, Netanyahou il semble viser l'unité syrienne. C'est ça. Comme il essaie de viser l'unité libanaise. Il y a une question qui n'a pas été mise sur la table depuis l'accord d'application du 1701. C'est qu'il y a une nuance entre le désarmement ou le dépôt des armes du Hezbollah au sud du Litanie et le dépôt des armes du Hezbollah au nord du Litanie. Parce que Netanyahou espère qu'il y aurait un conflit libano-libanais sur le dépôt des armes du Hezbollah au nord du Litanie. C'est-à-dire le moment venu, le Hezbollah dira « je veux garder mes armes », les autres diront « on n'accepte pas que vous gardiez les armes » et il y aurait de nouveau une résurgence des conflits libano-libanais. Donc Netanyahou, il n'a pas du tout l'intention de respecter la paix, il ne veut pas la paix, il veut déstabiliser les États arabes voisins, déstabiliser la Syrie en créant ce problème avec les Druzes du sud de la Syrie, donc il cherche toujours à déstabiliser les pays voisins. Bien. Voilà, je vous ai tout dit. Merci infiniment. Le reste, on va l'observer ensemble. Merci infiniment. Merci Madame Fadia Kiwan. Merci, au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Au revoir. Fadia Kiwan est consultante auprès de différentes organisations arabes et internationales, membre du Conseil de l'Université des Nations Unies de 2007 à 2013, et elle était avec nous à partir du Caire. Ont participé à ce programme Bülent Karkali, ancien ministre, député à la Grande Assemblée turque. Ahmad Barghouti, commandant opérationnel des brigades des martyrs de l'Aqsa. Fadia Kiwan, consultante auprès de différentes organisations arabes et internationales. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Inch'Allah. Ont participé à ce programme Bülent Karkali, ancien ministre, député à la Grande Assemblée turque. Ahmad Barghouti, commandant opérationnel des brigades des martyrs de l'Aqsa. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Inch'Allah.